Mesdames, Messieurs, d'abord permettez-moi de vous présenter, Jean-Michel Matthias, je suis bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de la Charente. Et tout d'abord, je souhaite remercier M. Cyril Bousseron, président du tribunal de grande instance d'Angoulême, M. Jean-David Cavalier, procureur de la République d'Angoulême, et les services de Mme Annabelle Guignard, directrice du greffe, d'avoir mis à notre disposition cette grande salle d'audience du Palais de Justice pour l'organisation de notre conférence débat. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour participer à cette nouvelle conférence débat thématique que l'Ordre des avocats du barreau de la Charente organise depuis 2011 en lien avec le festival du film francophone d'Angoulême. À titre de rappel, dès 2011, nous avions débattu de la liberté d'expression, puis du droit à l'image franco-sénégalais, de la place de la femme en Afrique aussi, puis en 2015, un débat sur la fin de vie. 2016 sur les phénomènes de radicalisation, et l'année dernière, nous avons évoqué la francophonie en tant qu'acteur de réconciliation nationale en République de Côte d'Ivoire. Cette année, dans le cadre du 11e Festival du film francophone d'Angoulême, le thème retenu fait suite à la projection du film Les Chatouilles, dont le titre pourrait paraître anodin, mais qui traite en réalité d'un sujet très grave, à savoir les abus sexuels commis sur les mineurs. Et dans le cadre de la lutte contre la pédophilie, le silence est le pire ennemi. C'est pourquoi le thème de cette conférence débat est le suivant: les silences complices face aux enfants victimes de violences sexuelles. Plusieurs personnalités nous font l'honneur de leur présence, qui vous seront présentées dans quelques instants, et que je tiens d'ores et déjà à remercier bien vivement. Je tenais aussi à saluer tout particulièrement Marie-France Brière et Dominique Besnéard, ainsi que les journalistes de Marianne. Ce débat sera animé par M. le bâtonnier Lionel Bécu de Moreau, que je remercie pour son dévouement, ainsi que tous les confrères qui ont concouru à la réalisation de cette manifestation: Cécile Barbera-Gérald, Gwenaëlle Delien, Caroline Lyon-Ménard et Karine Pinault. Merci encore à vous toutes et tous pour votre présence et votre participation au débat. Monsieur le Président, je vous cède la parole. Je vous remercie, monsieur le Président. Je vais prendre très brièvement la parole, parce que vous l'avez compris, nous sommes les locaux de l'étape. Nous sommes les locaux de l'étape, c'est-à-dire que nous fournissons la salle, bien évidemment, notre personnel qui va intervenir. Également, nous tout cela dans une coopération qui dure déjà depuis quelques années, avec le barreau, avec le festival du film, mais également avec d'autres opérations qui sont développées sur la ville, et notamment le festival de la bande dessinée, par ailleurs, ou parfois des films qui sont tournés notamment dans cette salle. Vous avez déjà pu voir cette salle dans quelques téléfilms qui sont passés d'ailleurs assez récemment. Cette coopération est pour nous un vrai enrichissement, d'abord parce qu'elle nous permet d'avoir un public assez différent de celui que nous avons actuellement. D'autre part, cela permet aussi de confronter nos représentations, celles que nous avons, parfois des différents intervenants qui peuvent venir, le monde du cinéma par exemple, ou le monde du film, ou le monde de la bande dessinée, et inversement, de présenter à ces différents intervenants et au public
la justice d'une façon un petit peu différente de celle qu'ils peuvent imaginer habituellement. C'est aussi pour nous l'occasion d'aborder des problématiques qui sont parfois des problématiques du quotidien. C'est le cas aujourd'hui, avec la question plus globale de la pédophilie, ou tout simplement des agressions sexuelles, qui sont, on en discutait d'ailleurs ce midi à table, une préoccupation majeure pour nous, puisque parfois cela représente parfois la moitié d'un cabinet d'instruction, par exemple, ou le quotidien de magistrats instructeurs ou de juges des enfants ou de procureurs à la permanence pénale. Voilà, donc je tenais à vous remercier et à remercier à nouveau M. Bâtonnier et Barrault de cette coopération qui existe depuis plusieurs années et effectivement avec les responsables du FFA. Et je cède immédiatement la parole donc, à Maître Mathieu Moreau pour cette conférence. Les silences complices face aux enfants victimes de violences sexuelles. C'est un sujet éminemment complexe et sensible qui a, vous en doutez bien, toute sa place dans cette salle d'audience dans laquelle se réunit 8 à 12 semaines par an la Cour d'assises de la Charente, qui a jugé de nombreux crimes d'abus sexuels commis sur des accusés et leurs complices, de crimes sur des enfants qui sont des victimes particulièrement vulnérables que la justice se doit tout particulièrement de protéger. Monsieur Jean-David Cavalier, procureur de la République, nous exposera l'arsenal judiciaire en droit positif, accompagné par Madame Isabelle de Coster, directrice de France Victimes 16, qui avec son équipe à la fois de juristes et de psychologues assure toute l'écoute, l'accueil et le soutien des victimes qui ont affaire à cette association. Mais c'est avant tout le FFA, la 11e édition, et c'est tout le mérite du Festival du film francophone et surtout des réalisateurs de faire passer avec une dimension artistique et émotionnelle évidente ce qui se passe dans le vaste lot des familles. Les enfants victimes de crimes sexuels sont très souvent des enfants victimes d'inceste ou en tout cas de personnes ayant autorité, et de faire passer ce silence pesant dans le champ du public. C'est tout le mérite d'Andrea Lescan et d'Éric Métayer, réalisateurs de ce film Les Chatouilles, qui a été produit avec et surtout distribué avec un très grand succès, diffusé hier sur 7 salles, 8 salles d'aucuns diraient, mais en tout cas sur 7 salles, et qui a reçu un accueil saisissant, plein de tragédies, mais aussi plein d'espoir. Film qui reprend la pièce qui avait remporté en 2016, la pièce du même nom qui avait remporté en 2016 le Molière, de la pièce Seul en scène, et le mérite de ces réalisateurs d'avoir su s'entourer d'acteurs, l'une des réalisatrices et l'actrice principale, de s'être entourée d'acteurs extraordinaires, particulièrement talentueux. Karine Viard, l'actuelle présidente du 11e jury du Festival du film francophone, qui, retenue par ses obligations, regrette de ne pouvoir assister à cette conférence débat. Et nous saluons la présence appréciée et remarquée de Pierre Deladonchamp, César du meilleur acteur pour L'Inconnu du lac en 2014, et qui a un rôle essentiel dans ce film. La dimension autobiographique et la résilience manifestée au travers de la danse de la colère sont tout à la fois saisissantes et pleines d'espoir sur la capacité pour toutes les victimes à rebondir, ce qui est bien évidemment l'essentiel. Merci aussi Flavie Flamand de votre participation. Vous êtes une animatrice de télévision et de radio connue, reconnue, qui avait écrit un deuxième roman, un livre que vous aurez d'ailleurs le plaisir, tout comme pour celui des Chatouilles, à l'issue de cette conférence débat, d'acquérir grâce au concours de la librairie Cosmopolite dans le cadre d'une séance de dédicace à l'issue, ce livre que vous avez dédié à tous ces enfants réduits au silence, à qui la mémoire et la parole sont revenus trop tard, à tous ces enfants qu'il est encore temps de consoler. Cela évoque bien évidemment la notion des silences complices.
Votre sensibilité et l'expérience douloureuse que vous avez su faire partager vous ont amené à co-présider la mission de consensus sur l'allongement du délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur les mineurs. La culture et le droit sont encore réunis ce jour pour cette conférence débat qui salue la présence de Nejma Tanejmo, qui est journaliste de culture à Marianne, qui est l'un des partenaires de cette conférence débat. Et avant tout, la culture et le droit, mais surtout l'art. Et grâce à l'autorisation des réalisateurs, puisque le film Les Chatouilles sortira le 26 septembre, je crois. Non, du coup, on a changé, le 14 novembre. Le 14 novembre, donc, plutôt que d'attendre encore trop longtemps, nous allons vous diffuser la bande-annonce du film Les Chatouilles avant de laisser la parole au réalisateur. Merci. Je m'appelle Odette. Je deviendrai une grande danseuse étoile. D'être gentille. Un petit Odette. Je t'aime à jamais. C'est incroyable ce Gilbert. T'oublies pas, c'est Gilbert qui vient te chercher. Gilbert. Merci d'avoir amené mon petit Momo, je t'en prie. C'est Gilbert, ils partent à la montagne, ils proposent d'emmener Odette. On va demander à Odette. Bah non, c'est nous ses parents, c'est à nous de décider pour elle. Je me demandais si tu voudrais pas jouer à la poupée avec moi. Par contre, tu le dis à personne, hein. Vos parents ont jamais eu de doute. Ah non, on se méfie pas de ses proches, docteur leur fait confiance. Moi je parle pas beaucoup, vous savez. Je danse. Comment tu t'appelles, toi? Odette. T'as pas respecté ta mère, toi, merde. Manu, c'est mon meilleur ami. Mais c'est quoi ton délire avec la psy? Il est déjà 18h05. Ok, il y a un obèse qui s'impatiente. Il n'y a pas de petite douleur, Odette. Je déconne. Puis, face à l'amour, vous vous figez. Trop gentil en fait. Il n'y en a pas deux comme moi. Tu devrais en profiter. J'avais pas raconté à l'homme que j'aime les viols que j'ai subis quand j'étais môme. Quand on aime, on est capable d'entendre ce genre de choses. Non, non, c'est un conte de fées ça. Il est salvateur de parler de ce qui vous est arrivé. On croyait que j'allais détruire la vie de mes parents alors que Miguel c'est le meilleur ami de la famille. Ok, quand t'étais petite, tu t'es prise une queue là, mais regarde, ça t'a mis la rage. C'est qu'un souvenir. Mais pourquoi tu m'as rien dit? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Je sais pas. Comment ils vont réagir les gens? Je sais ce que j'ai subi. Et aujourd'hui, je veux que ça sorte. Tu sais, moi, ma vie, elle est derrière moi maintenant. Et toi, c'est devant. Toi, c'est uniquement devant. Merci. Merci de nous accueillir. Je ne sais même pas par quoi commencer. Le silence, oui, comme vous l'avez ajouté tout à l'heure, le silence, c'est le complice de la pédocriminalité. J'ai juste une anecdote à raconter. À l'époque où je jouais au spectacle des Chatouilles à Paris, ça a été un spectacle avant le film, les gens, moi je suis d'une petite ville, en Tarn-et-Garonne, et c'est là où tout ça s'est passé. Et il y a des gens de cette petite ville qui sont venus au spectacle. Et à la sortie, ils m'ont dit, Andrea, c'était incroyable, et magnifique ce spectacle. Et tu sais, c'est fou parce qu'on se disait quand même, il était pas net ce mec-là. On savait qu'il se passait des trucs bizarres. Et le pire, c'est que, encore une fois, j'ai une espèce d'état de sidération. J'aurais voulu leur crier, mais putain, pourquoi vous n'avez rien dit? Pourquoi vous n'avez pas signalé? Il y a des professionnels à qui vous pouvez signaler, il y a des gens, et vous n'avez rien fait. Et quelques mois plus tard, Le Monde faisait un papier sur moi, ils m'ont demandé le compte-rendu du procès en cour d'assises. Et je ne m'étais pas replongée dedans. Ça faisait 12 ans. Donc j'ai recontacté mon avocate qui m'a renvoyé tout ça et j'ai lu. Et je me suis rendu compte que le président de l'association du club sportif de cette ville-là, je faisais de l'athlétisme aussi à cette époque, mon agresseur était plus ou moins compagnon, plus ou moins entraîneur, plus ou moins assistant dans les vestiaires des filles. Et le président savait qu'il avait commis des actes à l'époque de délinquance sexuelle, donc autrement dit des attouchements sur des enfants, donc des caresses sous la culotte, mais sans pénétration, parce qu'il savait peut-être qu'éventuellement ça allait l'amener en cour d'assises.
voilà, ces gens savaient et n'ont rien dit. Quand je suis allée porter plainte dans cette petite ville, les gendarmes qui étaient extrêmement accueillants d'ailleurs, je leur ai exposé voilà, les actes très clairement, les pénétrations, d'abord digitales, puis avec son pénis, et puis sa langue, et puis donc voilà, ça a été très clair. Et quand j'ai dit le nom de mon agresseur, ils m'ont dit « Ah, mais oui, mais il est connu pour ce genre de fait. Il est connu pour ce genre de fait. Des personnes sont venues porter plainte, il y avait prescription. C'était sur des actes d'attouchement d'abord. Et en fait, ils étaient presque soulagés de savoir que pour moi, il y avait viol. Et qu'on allait pouvoir envoyer cette agression en cour d'assises. De là, il y a eu une enquête. Plusieurs personnes, plusieurs victimes m'ont accompagnée dans des dépôts de plainte. J'ai eu plusieurs plaintes, certaines pour attouchement et d'autres pour viol avec pénétration, dont sa sœur. Pour ceux qui ont vu le film, la scène qu'on relate dans le film, qu'on a réécrite avec Eric, c'est quasiment la réalité, c'est vrai. C'est une personne qui hurlait sa détresse en cour d'assises et qui n'a jamais été reconnue par la justice, puisque aujourd'hui on est passé à 30 ans, les délais de prescription étaient rallongés de 10 ans par rapport à il y a quelques mois. Mais voilà, c'est une personne qui ne sera jamais reconnue par la justice en tant que victime de viol. Donc voilà, ouais, ce silence est néfaste, complice et criminel. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter en fait. Merci d'être là aujourd'hui. C'est juste que ce film il s'imposait. Évidemment, c'est un film, hein, c'est un film. On peut aller voir ce film aussi pour se divertir. Dans le sens où c'est un film, c'est un outil artistique. C'est un film où on rit, on pleure, on fait du cinéma, je crois, on fait toute forme d'art, on écrit un roman, on écrit une pièce de théâtre, on fait une peinture pour que les gens vibrent devant, pour que les gens ressentent tout. Et on a voulu, avec Eric, passer du panel de la joie à la détresse, au soulagement, à la tristesse, et enfin à la respiration émotionnelle, et se dire qu'on est toujours plus fort. Toujours plus fort. On a les armes à l'intérieur, et il faut se donner les moyens, il faut qu'on nous donne les moyens, il faut qu'on nous donne les moyens d'être écoutés. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attendrait des lois. C'est pas le cas, on n'y arrivera pas. Je crois qu'il faut vraiment compter sur la société civile aujourd'hui et lutter contre ce silence qui est le complice numéro 1 de la pédocriminalité. Alors, je vais parler du film, mais simplement pour rajouter, je n'ai pas grand-chose à rajouter. La seule chose, c'est que c'est un film. C'est un film, au moins, j'espère, et je le vois dans les projections, que ça ouvre la parole et c'est ce qu'on voulait, que ça ouvre la parole, que les gens prennent conscience du fléau, mais surtout pour moi, le plus important, c'est de dire que on ne voulait pas qu'à la sortie du film, les gens, les victimes qui voient le film se considèrent comme des malheureux, mais on voulait qu'ils se considèrent comme des valeureux. C'est-à-dire qu'ils se sentent forts de leurs paroles et qu'ils nous la donnent parce qu'on en a besoin et que c'est eux qui sont les meilleurs combattants parce qu'ils ont ces actes et ils peuvent en parler et les empêcher. Comme disait Andrea, c'est vrai que je me tourne malheureusement plus, pour l'instant, vu ce que j'apprends des lois, je me tourne plus vers le civique parce qu'on ne nous donne pas les moyens encore suffisants pour lutter face à ça. Voilà, donc pour les victimes en tout cas, ce n'est pas des malheureux, mais des valeureux. Le temps de témoignage sera suivi par un échange avec des questions-réponses. On va peut-être donner la parole à l'acteur d'un des rôles centraux du film. Comment arrive-t-on, comment peut-on, comment intègre-t-on un tel personnage? Pierre Deladoche.
Je ne sais pas trop comment répondre à cette question parce que Andrea m'a contacté pour venir voir son spectacle dans le but de me proposer le rôle de Gilbert Luquier dans le film. Et je ne voyais pas lui dire non, en fait. C'est pas que moi j'avais envie de le faire, c'est que je ne voyais pas refuser une telle proposition dans la mesure où j'étais touché qu'elle pense à moi pour interpréter ce personnage, parce que je crois que son souhait était de montrer que la pédophilie n'a pas de visage, et du coup de ne pas prendre un personnage, un acteur qui puisse porter ça sur lui. Et d'ailleurs, voilà, ça serait difficile de trouver exactement le profil type de ce à quoi peut ressembler un pédophile. Et donc du coup, je crois qu'à travers mon interprétation et le choix qu'ils ont fait de me confier ce rôle, ça permet aux gens de se dire que ça peut être n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quelle classe sociale et de n'importe quel physique. Donc je suis touché d'être dans ce film, que je trouve par ailleurs, depuis que je l'ai vu, mais ça je ne le savais pas avant de le faire, je le trouve magnifique et très réussi. C'est un film de cinéma, c'est pas juste une pièce de théâtre qu'on seule en scène qu'on a adaptée maladroitement. Non, c'est un grand geste de cinéma. La preuve en est qu'il a été quand même sélectionné à Cannes dans la sélection de Sacre-Boyard. Donc voilà, à part de la fierté et le sentiment de servir à quelque chose dans mon métier, d'être utile, voilà comment j'ai approché ce rôle. Servir et être utile, Monsieur Poker, c'est, j'imagine, le sens d'être magistrat. Andrea Bescon évoquait l'appel et le secours de la société civile, mais il y a un arsenal judiciaire que d'aucuns trouvent peut-être pas suffisant, mais en tout cas qui ne semble absolument pas défaillant et ni négligeable depuis quelques années. Est-ce que vous souhaitez nous l'exposer? Merci, M. Javenier. Je vais revenir tout d'abord sur une première phrase qui me paraît extrêmement intéressante, c'est la voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visage à la pédophilie. 20 ans d'expérience professionnelle, donc plusieurs années en tant que chef de service de parquet des mineurs dans un grand parquet où on traitait 10 affaires de mœurs sur mineurs par jour. M'ont appris une chose, c'est qu'il n'y a pas de présupposés et qu'en tous les cas de cause, il n'y a pas d'identification physique des pédophiles. Et on est parfois très surpris de voir des agresseurs sexuels dont on pense qu'il, passez mon expression, il pourrait tomber n'importe quelle personne consentante. L'arsenal juridique, il est finalement relativement récent. Pourquoi? Parce que dans les années 80, aller dénoncer un abus sexuel sur un mineur, c'était prendre le risque de trouver des enquêteurs dubitatifs, de trouver des enquêteurs qui ne savaient pas très bien quoi dire, et on a pu entendre, en tout cas au début de ma carrière, des enquêteurs dire aux parents d'enfants victimes: à votre place, je ne poserai pas plainte parce que peut-être un jour ça se retournera contre vous, ou en tout cas contre l'enfant. Il sera fiché comme victime. Ça, ce sont les années 80. Et puis, les années 90, c'est la jurisprudence. Et les magistrats, saisis souvent par les questions d'avocats, qui vont finir par dire qu'il y a une difficulté, c'est-à-dire que la loi telle qu'elle existe, qui était la même pour tous, c'est qu'on ne différenciait pas entre les victimes majeures et mineures, ne permettait pas de répondre, notamment par la prescription, à la difficulté des faits commis sur de très jeunes enfants, notamment dans le milieu intrafamilial. Comment un enfant qui n'est pas émancipé, qui n'est pas autonome, peut-il aller dire à la justice, aux travailleurs sociaux, à l'éducation nationale, mais vous savez, quand on rentre le soir, mon papa me viole, mon tonton me viole, mon prof de sport profite des séquences de sport pour abuser de moi, alors qu'il est toujours en contact avec ses agresseurs. Et les juges vont dire, attention, cette prescription qui part de 3 ans pour les agressions sexuelles et de 10 ans pour les crimes de viol à compter du fait générateur, elle n'est pas acceptable parce qu'il faut permettre aux victimes de s'exprimer une fois qu'elles seront en capacité de le faire. Et la jurisprudence a dégagé un autre principe qui est celui de la réouverture à la majorité.
Cette réforme a été poursuivie par une loi qui pour moi est une loi fondatrice et fondamentale. C'est la loi de juin 1998 portée par Elisabeth Bicou au Parlement sur le droit des victimes, qui a affirmé et qui a imposé au parquet d'organiser l'accueil, l'écoute, la formation des enquêteurs, la formation des magistrats, a obligé à filmer les auditions de ces mineurs pour qu'on ait une trace, a obligé les enquêteurs et les parquets à limiter le nombre d'auditions des mineurs pour dire attention, nous sommes là sur un vrai traumatisme et on ne peut pas traiter ça comme une victime de vol, comme une victime d'escroquerie. Et on touche l'intime. C'est dans ces conditions-là que moi j'arrive au parquet des mineurs à Bordeaux et que le procureur d'époque me nomme chef de service et me demande de mettre en place la loi de 98 avec beaucoup de questions. C'est-à-dire comment accompagne-t-on les enfants? Comment fait-on pour mieux les écouter, mieux les entendre? Est-ce qu'il suffit qu'un psychiatre dise que l'enfant est crédible pour que cela entraîne nécessairement la culpabilité de l'accusé? Ou faut-il faire un travail d'enquête pour conforter la parole? Et ce sont toutes ces questions qui ont commencé à nous travailler et qui nous ont fait comprendre aussi l'ampleur du phénomène. Parce que les phénomènes existaient, on en a parlé à midi, il existait déjà, mais je crois qu'on n'avait pas, à ce moment-là, en 1998, on n'avait pas mesuré la vague de fond qui allait occuper les juridictions. Et depuis, alors un gros travail a été fait. L'accompagnement est envisagé, la possibilité de désigner très vite l'administrateur ad hoc, c'est quelqu'un qui va représenter l'enfant avec l'hésitation de l'avocat pour assurer sa défense. On a augmenté avec les expertises psychiques, psychologiques, on a beaucoup progressé. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, si un psychiatre disait que l'enfant était crédible, la culpabilité était acquise. Or, on a découvert aujourd'hui qu'il y avait plusieurs niveaux de crédibilité, qu'il fallait savoir entendre l'enfant, oui, mettre en questionnement ce qu'il disait, le réassurer, l'accompagner pour le prendre en charge. Ça va être tout le travail des années 2000 qui va progresser. Et aujourd'hui, le débat que vous avez entendu beaucoup et que vous avez porté évidemment sur la durée de prescription qui est trop courte, a été entendu avec 3 réformes récentes. La première qui va encore élargir la prescription, la deuxième 2017, donc c'est extrêmement proche, 20 ans. 20 ans pour dénoncer les faits. Et la dernière, janvier 2018, février 2018, 30 ans. Ce qui montre bien, c'est qu'il faut laisser aux victimes un temps de maturation pour arriver à dire l'indicible. La phrase que vous citiez, je l'ai entendue un nombre de fois incalculable. Mais tout le monde savait. Tel prof, mais bien sûr on le savait. Tel parent ou tel oncle, on le savait. Mais rien n'était sorti. Parce qu'il faut oser dire les choses. Et parfois, le traumatisme est tel, et Muriel Salmona, qui est docteur en neuropsychiatrie, le décrit très bien avec le phénomène psychique, montre qu'il y a un tel blocage qu'il faut arriver à une certaine maturité pour pouvoir oser affronter la famille, oser affronter son agresseur, oser affronter le regard de l'autre. Et c'est notre rôle à nous, magistrats, et puis je laisserai Isabelle de Coster expliquer son rôle d'accompagnement des victimes, pour mettre en place tous ces dispositifs qui vont permettre à celui qui révèle d'être entendu. On en parlait également midi. L'autre élément qui pour moi est important, et là c'est pas le texte qui le prévoit, c'est l'initiative personnelle, c'est celui des enquêtes sur lesquelles on a la parole de l'un contre la parole de l'autre, et dans lequel, à l'issue, on ne pourra pas faire la preuve. Quand j'ai commencé, j'ai pris une fonction de suicide mineur, j'ai reçu une lettre très rapidement d'une victime qui était au niveau de l'insulte à mon endroit et qui avait reçu la petite lettre habituelle. Madame, vous avez déposé plainte pour abus sexuel, pour viol ou agression sexuelle. À l'issue d'une enquête très complète, nous sommes heureux de vous indiquer que l'enquête n'a pas permis de démontrer la réalité des faits que vous dénonciez. Et cette jeune fille a extrêmement mal vécu cette lettre. Je me suis fait communiquer ce qu'elle avait reçu, et là j'ai découvert que ce qui était automatisé dans notre logiciel était tout sauf humain. Et nous avons mis en place au parquet de Bordeaux, au parquet où j'ai servi ensuite Bergerac et autres, et on le fait encore aujourd'hui, c'est que désormais les victimes reçoivent une explication. À Bordeaux, c'est moi qui le faisais moi-même.
parce que j'estimais qu'il me fallait que je comprenne comment expliquer aux gens pourquoi l'enquête ne fonctionnait pas, qu'ils étaient la voie de recours, c'est très important. Et aujourd'hui, c'est l'association France Victimes qui systématiquement explique aux victimes pourquoi l'enquête ne peut pas prospérer. Et là, c'est encore une fois montrer combien l'humain doit être au centre de nos préoccupations pour les magistrats, c'est qu'on n'est pas face à un dossier matériel. On a derrière des gens qui ont décidé de nous faire dépositaire d'une parole douloureuse, et cette parole douloureuse, nous ne pouvons pas la traiter comme si c'était un dossier parmi d'autres. Le troisième élément, on a beaucoup parlé de la prescription, et je m'arrêterai là, sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est celui du dépistage. Comment réagir face à la parole donnée? Et ça, ce sont nos partenaires sociaux, éducatifs, l'éducation nationale, le Conseil départemental, qui par son réseau de travailleurs sociaux qui accompagne les familles en difficulté, va pouvoir nous saisir au plus tôt de cette situation, parce que plus tôt les choses sont dénoncées, plus tôt l'enfant va nous faire réceptacle, parce que très souvent, les très jeunes enfants, ils envoient des messages. On les perçoit, on ne les perçoit pas. Ils vont les envoyer à la famille, ils vont les envoyer aux éducateurs, et on ne sait pas toujours repérer dans ce message, parfois un peu induit. Ça va être un petit jeu ou une question anodine qui va venir comme ça. Si on ne sait pas prendre ce message qu'il nous envoie, on perd là encore le moment de confiance où l'enfant a demandé à l'adulte « fais quelque chose pour moi parce que ce qui m'arrive, ce n'est pas normal ». Et je crois que c'est ça notre travail aujourd'hui avec les personnels sociaux, c'est vraiment de savoir appréhender ces messages qu'on nous envoie pour être plus efficace dans le traitement et bien évidemment plus efficace aussi dans l'administration de la preuve, parce qu'il est plus simple de travailler sur des faits récents que de travailler sur des faits qui ont été commis il y a 10, 15, 20, voire 30 ans. Non mais il faut travailler au ministère de la Justice. On a besoin de vous. On va écrire à Emmanuel Macron. Absolument que vous allez voir Nicole Belloubet. Merci beaucoup. Enfin, moi je vous applaudis. Évidemment, on reste sur le terrain juridique de la prescription. L'allongement de la prescription était un gros combat. Toi, tu allais jusqu'à l'imprescriptibilité en cette matière. Alors moi, je considère que c'est déjà une première victoire, mais une première victoire, un premier pas qui a été franchi avec ce rallongement des délais de prescription. Je voudrais juste vous dire, pour revenir à la prescription, et on parlera de la prescriptibilité, mais c'est super émouvant pour moi d'être dans un endroit que j'aurais aimé connaître avant. C'est la prescription qui m'a empêché de porter plainte contre David Hamilton, et c'est la prescription qui m'a contrainte quelque part aussi à écrire La Consolation. Si j'avais été entendue par la justice, j'aurais pu dénoncer mon violeur dans un prétoire. Sauf que le jour où je suis allée voir un avocat et je lui ai dit voilà, ça y est, je sens, j'ai la force et je voudrais pouvoir porter plainte contre mon violeur. Enfin, mon violeur. Le violeur, ce n'est pas le mien, mais en tout cas, le violeur, parce qu'on ne possède pas évidemment notre viol. Je me suis entendue dire bah oui, je vous crois, mais il est trop tard. Et je ne savais pas que la prescription existait en matière de crimes sexuels sur mineurs, et je ne savais pas que passé l'âge de 38 ans, je serais condamnée à des nuits blanches pendant que cet agresseur pourrait dormir tranquille parce qu'il ne pouvait plus être inquiété par la justice. Donc c'est devenu un combat, et j'ai rejoint d'ailleurs Andrea qui menait le sien avec les chatouilles, et j'ai écrit ce livre pour le dénoncer publiquement. Je me suis dit, si on ne peut pas le juger là comme ça dans une cour d'assises, peut-être qu'on va pouvoir le juger publiquement, et peut-être qu'il va y avoir une indignation, et peut-être qu'à un moment donné je vais me sentir soutenue, et peut-être que je ne vais plus me sentir seule dans ce fameux silence complice dont on parle. Ce silence qui, en réalité, est complètement assourdissant, ça fait mal à la tête de ne pas être entendu, et ça fait mal à la tête d'être face à des murs de silence, que ce soit celui de la justice, que ce soit celui de la société, que ce soit celui des parents. On se sent seul, en fait. Donc je ne sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui ont vécu ça, mais en tout cas, il faut comprendre qu'être victime, c'est ne pas être malheureux, c'est être valeureux, mais pour être valeureux aussi, on passe par un chemin de solitude intense. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui est quelque part formidable, parce qu'on peut parler de choses dont on ne parlait pas à une époque, parce qu'il ne fallait pas en parler.
Et aujourd'hui, on ouvre les yeux sur finalement des faits d'une banalité confondante, affreuse mais confondante. Donc voilà, c'est ça la prescription, c'est contraindre les victimes au silence, une sorte de silence éternel, mais qui finalement bousille des vies. Donc aujourd'hui, on pourra aller un petit peu plus loin, puisqu'on va pouvoir porter plainte, les victimes pourront porter plainte jusqu'à l'âge de 48 ans. Je pense que c'est un premier pas. Je pense qu'il n'y a pas de prescription pour la douleur. Je pense que des agresseurs, des violeurs, des piétineurs de vie devraient toujours pouvoir être jugés, être confrontés au désastre qu'ils ont provoqué. Mais je pense que voilà, les choses sont en train de bouger, il y a une vraie prise de conscience. Je rejoins Andrea et Eric en disant que c'est par le biais de la société civile et c'est par nous tous ensemble que les choses bougeront, car on n'a pas d'autre choix que de secouer un petit peu les choses et d'essayer de se faire entendre. Et c'est à travers des démarches comme le film des Chatouilles ou comme d'autres, comme La Consolation ou plein d'autres, que finalement on se dit qu'on fait des choses utiles et qui feront peut-être bouger les choses progressivement. Moi j'ai pris conscience de quelque chose lorsque j'ai donné la mission de consensus avec Laurence Rossignol, l'ancienne ministre, et à son initiative, j'ai pris conscience que ça n'est pas facile de faire bouger les choses. On est porté par une volonté comme ça farouche de changer la loi et d'être dans une société plus juste, mais en réalité, voilà, on est confronté à des entraves diverses et variées. J'espère qu'on fera tous preuve de la même bonne volonté et que nos enfants grandiront dans un monde où ils diront qu'ils pourront toujours être entendus, crus et après protégés. Je vais vous parler parce que ça peut être. Quand on parle, en tout cas quand on parle de la société civile, elle est importante et il faut vraiment qu'elle soit en mouvement parce que, en grande partie, vous êtes le après du problème. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de résoudre le avant, c'est pas pour vous enlever du travail, mais sincèrement, je pense que je pense que c'est pour ça que c'est très important. La société civile ne peut pas se redonner le bébé, si c'est le cas de le dire, d'attendre tout le débois parce que ce sera le après. Donc oui, il y aura des gens pour soutenir les victimes, oui, on trouvera les moyens, mais tant qu'on n'aura pas dit qu'est-ce qu'il faut faire avant pour que les enfants sachent pour ça, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et donner quelque chose, parce que c'est un des problèmes qu'on a avec tous. J'ai entendu tout à l'heure abus sexuel, et ça m'a choqué parce qu'on en parle à chaque fois. On a un abus d'alcool, mais on n'a pas d'abus sexuel. On peut trop boire, mais on ne peut pas tolérer un abus sexuel. C'est pas possible. L'abus est tolérable, hein. L'abus d'alcool est toléré, l'abus de chocolat est toléré, mais l'abus d'un enfant, ou de qui que ce soit. Je me permets de rajouter un petit truc parce que du coup ce sont des sujets qui nous passionnent. Donc voilà, juste quand on parlait je rebondis sur ce que tu disais sur la société civile. Et j'entendais Pierre tout à l'heure, à juste titre, dire que les pédophiles n'ont pas de visage. Et en même temps, je vous entendais dire que les victimes parfois font passer des messages. Je pense qu'il faut être super vigilant. Quand je parle du silence, c'est aussi le silence des yeux. C'est-à-dire que bien souvent, la société ferme les yeux sur des réalités. Si on posait un autre regard, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe derrière les volets creux des maisons, on ne sait jamais ce qui se passe dans des écoles, on ne sait jamais... Je pense que c'est extrêmement important de regarder, d'être averti. Et si on reçoit un signal, on ressent quelque chose, de prévenir, de dénoncer. C'est une vie qu'on va sauver, c'est la vie d'un enfant, de plusieurs enfants peut-être. Le pédophile n'a pas de visage, le mien, puisque c'était le mien, David Hamilton, pendant des années et des années, et peut-être faites-vous partie de ces gens-là, il n'y a pas de jugement, parce que moi-même, je me suis trouvée dans cette situation. Il faisait des cartes de téléphone, il faisait des calendriers, il faisait des cartes postales, il faisait des films qui s'appelaient Bilitis. Et en fait, il déshabillait des jeunes filles et personne ne disait rien, parce que c'était les années 80, parce qu'il y avait Cocorico Cowboy avant le JT de 20h, parce qu'à l'époque, les clips des chanteuses se faisaient toujours à poil et que la nudité, c'était quelque chose un peu post-68 qui était tendance. Alien les sucettes et toute la télé, absolument.
Et il y avait des signaux quand même. Je sais pas, moi, quand je me suis retrouvée dans ces situations, dans son petit appartement du Cap-Dac, devant sa salle de bain où il est violé, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire, enfin, est-ce que quelqu'un va voir que ce photographe est en train de prendre des clichés de petites filles toutes nues? Alors oui, il y a un voile, mais en dessous du voile, on voit bien qu'elles sont toutes nues, sinon ça ne marcherait pas, et on en faisait des cartes de téléphone. Je me dis qu'il faudrait qu'on soit un peu plus avertis aussi, qu'on ait un regard peut-être un peu plus aiguisé sur ce qui se passe autour, parce qu'il y a des signaux qui sont renvoyés, même par les prédateurs, quand on voit le film Les Chatouilles. On se dit à un moment donné, tu mets l'accent là-dessus, sur le comportement justement de milliers qui va toujours dans la chambre de cette petite Odette. Il y a un moment où on verrait, enfin tu vois, ça saute aux yeux, quoi. Donc je pense que c'est aussi notre responsabilité d'être plus vigilant sur ce qui se passe, d'y penser. Excusez-moi, mais... Le public doit être averti et les associations également, et c'est le rôle, je crois, de Zéro de Coster et France Victime. Non seulement l'écoute, l'accueil, mais aussi sur le volet de la thérapie. En quoi concourez-vous à l'accueil de ces victimes? Merci. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement dire que effectivement, les violences sexuelles sont une maltraitance humaine insupportable. On a donné quelques chiffres, et des chiffres, je vais les reprendre parce que du coup ils sont importants d'être dit. Plus de 52% chez les femmes et plus de 75% chez les hommes disent avoir été victimes de viol ou tentatives de viol avant d'avoir atteint l'âge de leurs 18 ans. En 2017, 1988, plaintes et signalements pour des faits de viol sur les mineurs ont été enregistrés par les services de police et de gendarmerie. Pour vous rendre compte, ça fait 24 procédures par jour, donc ce qui est absolument énorme. La psychothérapeute, Madame Andard, dit de la violence sexuelle sur les mineurs qu'elle est comme de la glu. Elle vous colle à la peau, au corps et à l'âme. Et si vous essayez de vous nettoyer seul, le mieux vous vous embourbez, au pire vous vous noyez. D'où une prise en charge qui doit se faire à l'extérieur par les professionnels, à l'IRI, et une prise en charge qui est sur deux niveaux, à la fois juridique et psychologique. Sur le psychologique, il faut quand même lancer aussi ce message positif. C'est pas moi qui le dis, c'est les professionnels, que ce soit les psychothérapeutes et les psychiatres, notamment Mme Sammouna ou M. Coutenceau, en disant que les conséquences des violences sexuelles sur les enfants, ça se soigne. La prise en charge du psychotraumatisme, quand il y a une amélioration nette des symptômes subis par les victimes. Les symptômes, vous les connaissez tous, qui vont effectivement de la boulimie, de l'anorexie, des difficultés relationnelles, des prises de médicaments, des tentatives de suicide, etc. Ce qu'il faut marteler, vous l'avez dit tous, c'est parler. Parler, c'est quoi? C'est mettre des mots, MODS, sur des mots, MAUX. Mais on disait tout à l'heure, parler, mais parler à qui? Et pourquoi l'enfant ne parle-t-il pas? Parler à qui? Alors souvent, les victimes que nous rencontrons à l'âge adulte nous disent qu'il a été compliqué effectivement d'avoir un adulte qui les a écoutés, qui les a aidés. Pourquoi? Parce qu'on est aussi, et là je reviens sur une notion, on est confronté, quand on reçoit la parole de cette victime, à l'insupportable, à l'horreur sur les propos renvoyés. Donc quelquefois aussi on est dans le déni, nous, en tant que réceptacle de cette parole. On ne veut pas voir, c'est pas possible, pas chez nous, pas lui. C'est ces paroles-là qu'on entend. 70% des parents disent attendre d'avoir suffisamment d'éléments de preuve pour enclencher une procédure judiciaire. 70%, c'est quand même énorme. Ensuite, souvent, sur certaines victimes, ce qui nous est renvoyé en termes de propos, c'est que le problème de cette violence sexuelle, ça a été réglé en famille. On a appelé l'agresseur, on s'est expliqué, on a dit que c'était que des chatouilles, on a dit que c'était des câlins, on avait mal compris. Et l'enfant, quand il a perçu ça quand il était petit, comprend absolument pas ce qui se passe dans le cercle familial. Parce que faire exploser la sphère familiale, c'est super compliqué. Et souvent la victime, elle est mise à l'écart. Parce que du coup, elle dérange quand même quelque part. Et ben, on va moins lui parler, on va moins l'inviter à déjeuner, on repas de famille, Noël, etc. Donc les victimes sont mises à l'écart. Et alors le pire qu'on ait pu entendre dans la structure sur l'accompagnement, c'est la violence sexuelle transgénérationnelle.
C'est-à-dire qu'on a, dans des milieux familiaux, la violence sexuelle qui se reproduit. On est dans cette espèce de secret de famille, de silence, tout le monde oublie, personne ne parle. Du côté des professionnels, je reviens, c'est vrai qu'on est confronté aussi à faire des signalements. Certains professionnels ont du mal à faire des signalements, parce que c'est compliqué de faire un signalement. Parce que du coup, on a peur des signalements abusifs, on a peur des conséquences des signalements, et puis on parle de fausses allégations, et puis on se dit aussi, on plaque des choses qu'on ne connaît pas, comme l'aliénation parentale. Vous savez, dans les conflits de couple, il y a un des parents qui dénonce des violences sexuelles à l'encontre de l'autre. On plaque des choses qu'on ne maîtrise pas trop. En tout cas, on est frileux. Tout ça sont des freins, vraiment à dénoncer et à porter devant la justice des violences sexuelles. L'enfant, j'ai peut-être été longue, mais le sujet est passionnant, il est terrible, il est passionnant. Quant à l'enfant, pourquoi il ne parle pas? Vous l'avez compris, le silence est imposé par le bourreau lui-même, par son agresseur. L'enfant, il est vulnérable, il est sans défense, donc effectivement, il est facile de contraindre, de manipuler et d'obliger à se taire. Et puis vous savez que face à un stress aigu, on est confronté à, vous disiez tout à l'heure, à la sidération. Sidération, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et à la sidération subie par cette victime, on est aussi le sentiment de dissociation. On est à distance, c'est pas moi qui subis, c'est énorme, mon cerveau dit je ne veux pas être là, c'est pas moi qui subis. J'oublie, je suis comme un automate, comme un pantin. Je suis déconnectée de ce qui m'arrive. Pour oublier cette terreur, pour oublier cette horreur, on est dans l'ordre de l'impensable. Alors, je reprendrai ces mots parce que c'est important de l'avoir en tête. Et au fur et à mesure, l'auteur, cet agresseur, il impose sa perversité dans les années. Et il s'en servira des fois aussi tard, dans un cas de procédure judiciaire, puisqu'il dira « mais je ne comprends pas, la victime ne bougeait pas, elle disait rien ». Elle était d'accord. Et vous comprenez qu'au fur et à mesure du temps qui passe, pour cette victime, pour vivre avec cette horreur, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne veut pas souffrir, on oublie. Je suis amnésique, je ne veux pas souffrir, je mets ça dans un coin de ma tête, et je vais essayer d'oublier, c'est ce que les psychiatres appellent l'oubli traumatique. Sur la prise en charge juridique, là maintenant, on est sur quelque chose où moi, je crois qu'il y a un droit imprescriptible des victimes à être entendues, quelles que soient les règles relatives à la prescription d'action publique. Il faut qu'elles soient entendues, et c'est ce que nous faisons sur ce département. Puisque du coup, je pense que la plainte, déposer sa plainte auprès des services compétents, c'est la première étape vers la guérison. Ici, sur ce territoire, et en lien avec la brigade des mineurs du commissariat, mais aussi la gendarmerie, c'est ce que nous organisons. C'est-à-dire des rendez-vous posés pour ces victimes-là, qui, une fois que cette parole est donnée quelque part, et bien on encadre cette prise de parole. On prépare ce dépôt de plainte. On n'envoie pas sur le tout venant, vous savez, faites-la que, allez là, sur ce commissariat ou cette gendarmerie. On encadre, on prépare. Parce qu'on a affaire à des professionnels sur ce territoire, ce département. Ensuite, écouter une victime. Écouter une victime, c'est quoi? C'est l'écouter avec empathie, bienveillance. C'est pas des mots, lancés comme ça, parce que c'est des mots qu'on emploie un peu comme des tartes à la crème, mais avec, sans jugement, sans interprétation. Écouter une victime d'un point de vue juridique, c'est qualifier les faits, sans les minimiser. Qualifier les faits, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à cette horreur subie, à cet impensable, on retransfère sur quelque chose de réel, du droit, la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être toujours sur une écoute active. Excusez-moi, je voudrais juste intervenir au sujet de l'écoute. Quand la loi 98 a été publiée, le principe était celui de l'audition filmée qui commençait, et on avait formé les enquêteurs à justement l'objectivité dans l'audition. C'est-à-dire qu'on ne pas poser de questions fermées, on n'induit pas la réponse à la question que l'on pose. Et nous avons été autorisés, dans le cadre d'une convention avec l'École nationale de magistrature, à travailler sur des banques vidéo d'audition mineure, et on a vu le nombre de questions fermées malgré la formation qui induisent des réponses. Et nous avons pu retravailler avec les enquêteurs, je l'ai fait en Gironde, mais j'ai également fait en Dordogne. Nous avons retravaillé sur cette base-là pour retravailler vraiment la qualité de l'écoute. L'enquêteur doit recueillir la parole,
que la parole, il doit poser des questions pour cibler le où, quand, comment, mais c'est l'enfant qui s'exprime avec ses mots, on ne retraduit pas ses mots, et c'est la seule garantie pour qu'on puisse ultérieurement, si on va à l'audience, travailler sur la véracité du propos tenu par l'enfant. Donc l'écoute, vous voyez, elle est sur l'empathie, la qualification des faits, mais cette écoute elle va au-delà, et vous le disiez, Flavie, c'est effectivement accompagner une victime dans le cadre de cette procédure judiciaire qui peut s'avérer violente. Pourquoi? Parce que le temps de la victime n'est pas le temps de la procédure. Souvent, voilà, on veut que ça aille vite, on a libéré la parole, on veut que ce soit traité tout de suite, on veut une réponse tout de suite. Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut apprendre aussi à cheminer, à apprendre à cette victime, à faire preuve de patience, puisque du coup, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais aussi l'attente des victimes par rapport à ce qu'elles attendent de la procédure judiciaire, des fois, n'est pas du tout en phase. Puisque du coup, on se retrouve aussi avec des décisions qui ne sont pas les attentes des victimes. Et notamment, M. le procureur le disait, les décisions de classement sans suite. Il faut les accompagner, il faut les expliquer, il faut avoir un entretien de visu avec cette victime et expliquer qu'à un moment donné, on vous a cru. On vous a cru, mais malheureusement, l'élément du dossier, les éléments du dossier, les éléments de droit ne sont pas cela. C'est vraiment être dans l'explication de texte, dans la lisibilité. Je pense que c'est comme ça qu'on peut parvenir à aider à cette reconstruction. Je crois que l'accompagnement est d'autant plus important qu'il faut bien mesurer que pour les victimes, la procédure judiciaire est extrêmement violente. Ils sont victimes, ils ont subi un traumatisme physique avec des conséquences psychologiques énormes, puisque c'est une intrusion dans leur intimité, dans leur construction psychique, et donc ils sont traumatisés. Et le jour où ils arrivent enfin à prendre la parole et à parler de ce qu'ils arrivent, ils ont vécu, la première chose qu'on leur demande, c'est de nous re-raconter toute l'histoire devant des êtres, hommes ou femmes, et on essaie de faire attention, et moi ce que j'ai toujours enquêteur, c'est vous proposer à l'enfant qui vient de parler, qui choisissent un peu son enquêteur. En gros, il y en a qui veulent préférer par des garçons, d'autres des filles, pour pas qu'on leur impose un écoutant. Deuxième réalité, on va les examiner, parce que la question de l'examen gynécologique, surtout quand ils n'ont pas eu de sexualité postérieurement, se pose. Et bien évidemment, c'est que là qu'on a enfin pu dire sa douleur, la première chose qu'on va leur demander, c'est de remontrer l'endroit douloureux. Troisième temps, et ça c'est aussi l'équilibre de la procédure, parce qu'on parle des victimes, et de l'autre côté, il y a aussi une garantie procédurale des personnes mises en cause, elles ont le droit de la défense. Et donc cet équilibre en procédure entre le droit de la victime et le droit de l'accusé font que celui-ci peut demander à être confronté. Et donc on peut avoir aussi cette confrontation de la parole de l'un à la parole de l'autre. Et sans accompagnement par l'association et par les psychologues professionnels avertis, aguerris, on met très facilement les enfants dans une position de faiblesse face à une institution qui est violente par les questions qu'elle pose et par la nécessité de la procédure. Certains d'ailleurs en abusent, et on l'a vu aux assises il n'y a pas très longtemps sur une victime extrêmement fragile par des troubles psychiques, où il était très facile de la faire revenir sur ses déclarations parce qu'elle n'avait pas les arguments de logique juridique, de logique intellectuelle pour contrecarrer l'argumentaire de la défense. Et donc tout le rôle de la procédure et de l'accompagnement, c'est aussi de leur permettre de positionner leur réalité et de se faire entendre à ce niveau-là. C'est très important. Je vais terminer simplement en disant que le leitmotiv est ce qui doit nous animer tous, notamment dans la procédure judiciaire, que ce soit magistrat, avocat, ou même avocat de la défense, force de l'ordre, etc., c'est la bientraitance. Voilà. Bien traiter une victime, c'est déjà participer à sa reconstruction, c'est l'aider à aller avec, tomber sur des gens sympas, des gens qui la prennent en compte. Et cette phrase me vient, c'est qu'une victime écrit plus reconnaissance que vengeance. C'est vraiment ce terme-là que je peux employer, ou cette phrase-là, plus reconnaissance que vengeance. Et alors pour terminer, parce que c'est que, alors moi, au lieu d'être dans le curatif, je pense qu'il faut poser la question du préventif. C'est-à-dire que là, on est dans le curatif, ok, dans l'acte. Je pense que si on avait une politique organisée de prévention du
petit jeune âge jusqu'à la sortie d'école des plus grands, on serait sur des rappels à tous les âges et ça permettrait des repérages beaucoup plus précoces, ça permettrait de libérer des paroles et ça permettrait d'occuper le terrain auprès de l'éducation et des enfants. Voilà. Ah, c'est sûr. Nejma, le rôle de l'art et de la culture dans la prévention et peut-être même dans la révélation. Donc, je suis très surpris parce qu'il y a une affaire américaine dont on a beaucoup parlé qui a libéré les paroles, et alors même que les victimes étaient semble-t-il, des femmes d'âge mûr, des femmes qui étaient accompagnées, qui évoluaient dans un milieu socio-culturel où ça pouvait se savoir, etc. Mais là, avec les enfants, c'est effectivement plus compliqué pour ces enfants de porter la parole. Le rôle de l'art, du cinéma, vous paraît-il essentiel? Et est-ce qu'il y a de plus en plus de films, de pièces de théâtre qui s'emparent de ce sujet sociétal qui est un sujet transversal? Alors moi, j'aimerais commencer par partager un petit souvenir avec vous, parce que mon métier, c'est d'aller voir des films, c'est d'aller voir des pièces. Et en 2016, j'étais au théâtre du Montparnasse pour aller voir Les Chatouilles, dont je ne savais rien, si ce n'est que c'était un spectacle formidable. C'est ce qu'on m'avait dit, je ne savais pas de quoi ça parlait. Donc je me retrouve dans cette salle de théâtre, face à une scène complètement nue, avec seulement une chaise blanche, et puis un petit bout de femme comme ça qui surgit, solaire, lumineux, tout corps tendu, en colère, qui va nous raconter avec ses mots, avec ses gestes, ce passé obscur dans lequel elle se replonge. Donc je vous laisse imaginer l'émotion qui était la mienne, qui était celle de toute la salle. C'est vraiment un choc très fort, certainement semblable à celui que vous avez ressenti hier en voyant le film. C'est que là, il y avait en plus, à quelques mètres de nous, cet être de chair et de sang et de douleur. Alors les Chatouilles ont grandi, ont mûri, ont eu un écho énorme, plus de 400 représentations je crois, beaucoup de dates à Paris, en tournée, la scène du Chapelet, où je suis revenue vous voir, c'était incroyable. C'est devenu un film, présenté à Cannes, présenté en Angoulême. Ça s'appelait La danse de la colère, c'est pour moi avant tout une danse de combat et une danse d'espoir. Alors Éric Métayer disait « J'espère que les gens ne vont pas sortir de la salle avec la tête dans le sac ». Alors moi je vois plutôt des gens sortir des salles avec les yeux embués, derrière des lunettes, mais quand même une grande envie de vie et d'aller devant, de construire. Donc je pense que ce que vous avez fait a vraiment un rôle important là-dedans. Vous racontez à quel point la danse a compté. Vous avez dit, quand on ne peut plus parler, le corps prend le relais. Donc c'était le cas chez vous. Donc la danse, le théâtre, l'écriture, le cinéma, le livre de Flavie, c'est une pierre aussi importante à l'édifice, comme en son temps, à sa façon, le livre de Christine Angot qui s'appelle L'Inceste. Chaque petite pierre apportée comme ça est très importante. Et moi, j'aimerais d'abord savoir quel rôle l'art a joué dans votre chemin de résilience, et puis quel rôle il peut avoir pour les autres, en fait. Merci, d'abord. Oui, la danse, je peux d'abord parler de la danse parce que c'est mon premier amour. Alors, j'ai pas attendu d'être violée pour danser. Je dansais à 3 ans. Et c'est mon amour, la danse, en fait. Bon, après, il est lyrique, mais c'est mon amour, la danse. Et quand il m'est arrivé ça, d'abord, comme disait Isabelle, il y a cette amnésie traumatique qu'on connaît maintenant et tout. Tu mets ce trauma très loin dans ta tête, ça n'existe pas, ça n'est pas arrivé, ça ne peut pas exister. Et cette danse, c'était la seule qui pouvait témoigner de tout ça, finalement. Et je crois que si je n'avais pas dansé, peut-être que je me serais suicidée. J'étais que dans des comportements à risque constamment. Et la danse, l'art, dans le sens large du terme, ça a été un réel exutoire. C'est quelque chose qui m'a porté, c'est quelque chose en plus où j'ai eu la chance d'avoir du talent là-dedans et où les gens me regardaient et me disaient « tu existes là-dedans ». Et c'était ma façon d'exister. Et je crois qu'on a tous une façon d'exister. Moi, c'était la danse, mais je pense qu'on a tous quelque chose dans lequel on est doué, où on peut plonger nos cicatrices, nos traumas
et ce besoin d'exister d'une manière. Oui, la danse a eu un rôle très très important dans cette résilience. Encore une fois, il n'y a pas de statut de résilience. Pour moi, le travail de résilience, c'est tous les jours. Tous les jours, on se pose des questions. Des fois, ça revient, des fois, on oublie. Et puis ça revient, et puis on retravaille dessus. Voilà, c'est tous les jours qu'on travaille sur sa résilience. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la danse. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Je crois, encore une fois, que l'accompagnement d'un psychothérapeute, de l'amour, je crois que l'amour, c'est très bateau ce que je veux dire, mais l'amour sauve. L'amour sauve. Et d'être écouté, et d'écouter, de pouvoir être entendu, de pouvoir... voilà, cette bienveillance dont vous parliez. Moi, j'ai la chance d'avoir cette danse, mais c'était pas suffisant. Je crois que c'est un outil. Je crois qu'aujourd'hui, je suis fière qu'on en soit arrivé là. Je pense que tu es fière, toi aussi, Flavie, d'avoir écrit La Consolation, de pouvoir se dire, ok, on a un outil pour parler de ce qui nous a meurtri au plus profond de nous. Et c'est une grande fierté aujourd'hui. Ça m'a d'abord sauvée, aujourd'hui c'est une fierté. Et je suis très heureuse que ça impacte beaucoup de gens qui nous écrivent chaque jour pour nous dire merci, parce qu'Odette, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs, on sait beaucoup de victimes masculines, on omet souvent de le dire, et ces hommes et ces femmes me disent merci parce que Odette c'est moi, quoi. Et j'ai vu votre spectacle ou votre film et je me vois dans ce parcours-là. Et au-delà, et encore une fois, c'est une pièce de théâtre, c'est un film, on rit, on pleure, on vibre et on sort de là en se sentant vivant. Et le plus important, c'est ça, c'est se sentir vivant. Et je crois que l'art, dans le sens général, sert à ça, à vibrer devant une œuvre. Pas l'œuvre, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, l'œuvre en tant qu'objet artistique. Vibrer devant, ça permet de faire écho à soi, à son traumatisme, à ses traumatismes, à ses cicatrices, et pouvoir les révéler et chercher ce en quoi tu es doué, et on est tous doués à faire quelque chose, je suis certaine. On a tous, non pas une fibre artistique, mais peut-être s'occuper d'autres personnes, voilà, des exutoires comme ça qui sont sains et beaux dans la vie. Donc voilà, merci pour ce que vous avez dit, et oui, j'encourage tout le monde à chercher son âme, sa belle âme de l'intérieur. J'ai encore une question avant peut-être de laisser la parole lui, mais j'aimerais savoir si pour vous il était évident que c'était vous qui jouiez ce rôle, ou est-ce que vous avez envisagé un moment de le confier à quelqu'un d'autre pour mettre peut-être ça plus à distance? Alors, quand François Cros et Denis Pinot-Valenciennes sont venus nous contacter à Avignon après la pièce, en fait, évidemment, moi je n'ai jamais fait de cinéma, donc il m'apparaissait complètement dingue de pouvoir jouer ce rôle. Je faisais même du théâtre depuis assez peu de temps dans l'absolu. J'avais découvert le théâtre il y a 4 ans par an. Donc c'est quand même très ambitieux, donc j'avais peur, j'étais pleine de doutes et j'ai été jusqu'au bout. Et heureusement, qu'Éric est aussi un excellent directeur d'acteur et que je pouvais me reposer sur son épaule. Donc la distance, elle est venue plutôt à l'écriture. Parce qu'on a décidé d'abord, parce que la pièce, je l'avais écrite toute seule et Éric l'a mis en scène. Et après, on a combiné nos cerveaux là-dedans. Mais le film, on a tout écrit à deux. On est parti de la pièce, bien entendu. On est parti de mon vécu, bien entendu. Mais on s'est amusé à écrire, à créer ces personnages, à créer Odette. Moi, Odette, je l'ai interprétée. Odette, c'était pas moi. C'était pas moi, j'ai abordé comme un rôle, quoi. Et c'était assez passionnant, d'ailleurs, bien sûr, replonger dans des états que j'avais connus, mais je me sens très loin aujourd'hui de la personne que vous avez vue dans le film hier, ou même que vous êtes venu voir au Petit Montparnasse. Il y a un vrai chemin entre-temps. Et donc, je l'ai interprété comme un rôle. Donc, la distance, elle était, en fait, dans l'écriture et dans la façon après d'interpréter ce personnage. Moi, c'est un personnage qui ressemble à la vie de plein de gens, en fait. Voilà. Avant de passer la parole à la salle, peut-être un tout petit mot de synthèse. Moi, j'entends vos témoignages, des cris du cœur qui me font penser à un autre cri du cœur qu'on avait entendu au sein du Festival du film francophone. C'est le cri du cœur de Philippe Torreton dans le film sur l'huissier Maréco. Et dans les deux cas, il y a un point commun, me semble-t-il, c'est le sentiment d'injustice. Des victimes de ne pas être entendues et reconnues, et des mises en cause d'être mises en cause à tort.
Et c'est vrai, je rejoins là tout le rôle difficile de la justice, qui est d'instruire, de rendre justice à la fois aux victimes et aussi aux auteurs présumés qui ne sont que présumés comme les victimes jusqu'à ce qu'elles soient définitivement reconnues. Mais dans les deux cas, il me semblait que ce cri du cœur était une certaine similitude selon la situation dans laquelle on se place, puisque là où il y a une victime, il y a un auteur présumé, et là où il y a un auteur présumé, il y a une victime. Si les autres intervenants, peut-être Pierre, un mot complémentaire. Mais, moi, c'est inspiré par tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, que je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose de très important. J'en parlais avec Karine Villard tout à l'heure en interview. Elle nous disait que ses enfants ont appris à l'école une petite chanson. Mon corps, c'est mon corps, ton corps, c'est ton corps, et tu ne touches pas mon corps, je ne touche pas le tien. C'est très simple, ça ne va pas dans les détails, mais ça apprend à l'enfant à pouvoir dire non. Et je me dis quand même qu'on parle de traumatisme, d'oubli traumatique, c'est ça comme ça. Je pense qu'il y aurait moins d'oubli traumatique si, dès le plus jeune âge, les enfants savaient que ce qu'on leur fait, ce n'est pas bien. Je crois que l'oubli traumatique vient du fait qu'on veut cacher quelque chose dont on a honte. Et je me dis qu'effectivement, dans la prévention, c'est là que c'est le plus important, pour éviter que ça se reproduise. Certes, il faut que le tribunal et que la justice opèrent pour les gens qui ont déjà commis ces actes. Mais pour éviter que ça se reproduise, que ça se produise et que ça se reproduise, je crois vraiment que le nerf de la guerre, c'est la prévention. Et que c'est dès le plus jeune âge, effectivement, adapté à l'âge de l'enfant, et adapté aussi aux parents pour pouvoir parler à leurs enfants, qu'il faut prendre le problème à la main. C'est-à-dire, moi j'ai une petite fille du temps, je vais bientôt être papa d'un autre enfant dans quelques temps, et je crois que si on a des clés, on peut apprendre à parler à nos enfants de manière adaptée, à tout âge ou presque, à partir du moment où on peut communiquer avec eux, à se défendre de ça, à dire non, et à ne pas se laisser faire. Je crois que c'est, pour moi, de tout ce que j'ai entendu là, je me dis, il y a un truc à faire là, dès maintenant, tout de suite, c'est contacter l'éducation nationale pour que ça devienne automatique. Que ça devienne automatique, qu'on parle à ces enfants de manière adaptée dès le plus jeune âge. Et sans les culpabiliser aussi. Évidemment, c'est ça qui est compliqué, l'ambiguïté, elle est là. Sans culpabiliser. Responsabiliser, mais sans culpabiliser, parce que si l'enfant est violé, même s'il y a eu cette prévention, c'est très compliqué pour lui, parce qu'un parent ou un adulte va dire, mais je t'en avais parlé pourtant. Évidemment. Je te l'avais dit quand même que personne n'avait le droit de toucher à tes parties intimes, etc. Et l'enfant, là, c'est comme dans la scène de la révélation où Odette parlait à ses parents et que la mère dit, je comprends pas pourquoi tu ne l'as pas dit, quoi. On était proches. Et ça, c'est vachement dur. Et c'est tout. De toute façon, c'est un sujet tellement sensible. On est là sur un fil, quoi. On est sur un fil parce que prévenir, on ne peut pas demander aussi à nos enfants d'être responsables des déviances des adultes. Enfin, c'est quand même en même temps. Et en même temps, on ne peut pas les culpabiliser quand, malgré la prévention, il leur arrive quelque chose. Évidemment. Mais en tout cas, évidemment, la prévention est aussi une arme. On doit quand même la mettre en place. C'est super important. Il faut informer. En fait, il faut informer les enfants du monde dans lequel ils vivent, quoi. La prévention passe aussi par l'installation de codes de contrôle parental sur vos outils tablettes, ordinateurs, parce que vos enfants peuvent être très vite confrontés à une sexualité adulte violente. La pornographie, quand on n'avait pas expliqué à des enfants de 8-9 ans, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, elle génère aussi des comportements dangereux pour d'autres enfants. Donc ça passe aussi par la prévention, c'est aussi parler de violence, des images violentes et des images de violence sexuelle. Une chose simplement, c'est que justement par rapport à ça, le premier jour de l'école, enfin de maternelle, la rentrée, le premier jour de maternelle de notre petite fille, en petite section, le directeur de l'école nous a appelé, et là il y a un problème, il faut revenir. On est venu, et il nous a expliqué qu'il y avait deux petits garçons qui avaient plaqué notre fille au sol, qui l'avaient déshabillée, qui l'avaient mis toute nue pendant que l'autre regardait. Et on a dit, ça ne vient pas d'une envie comme ça, c'est obligatoire que ça vient d'une image déjà vue sur une tablette, vue sur un téléphone, vue sur quelque chose. Derrière, ça, on n'a pas vu les parents, évidemment, ça par contre je comprends, c'est le directeur de l'école qui les a rencontrés. Mais ce suivi, est-ce qu'il y a un suivi derrière, est-ce qu'il y a quelque chose, ça c'est, on en parlait avec André très souvent,
on dit l'éducation nationale, pour moi, c'est pas l'éducation nationale. Ils ne sont pas là pour éduquer, c'est l'instruction nationale. L'éducation, c'est les parents. Et on devrait plus dire aux parents qu'on a moyen. Voilà, l'école, c'est important. Voilà, l'école, c'est important, mais le cocon familial, là, dans ce cas-là présent, c'est évident qu'il y avait quelque chose qui se passait qui avait pu permettre ça. Alors, il y a des choses qui sont faites en termes de prévention dans les écoles, il y a déjà des fascicules qui circulent, il y a déjà des conférences qui sont organisées. Bon, ça c'est une chose. Moi, je voudrais juste rajouter sur effectivement les réseaux sociaux qui peuvent effectivement être extrêmement dangereux. C'est aussi un moyen de prévenir. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et le langage de nos jeunes n'est pas du tout exploité aussi pour faire passer des messages de prévention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un moyen d'atteindre nos enfants pour leur faire passer des messages. Et la prévention, c'est de leur dire, voilà, ça existe, soyez vigilants, tu peux m'en parler, ton corps est ton corps, le corps de l'autre est le corps de l'autre. C'est apprendre aussi le respect. Les bases même du respect, parce que c'est pas simplement les prévenir de ce qui peut se passer, mais c'est aussi leur expliquer comment eux doivent se comporter entre eux pour effectivement grandir dans le respect. Et je ne pense pas que la prévention suffise dans les écoles, et encore, il y a vraiment des choses qui sont faites. Je ne voudrais pas qu'on pense aussi qu'il n'y a rien, parce que c'est une réalité, hein, il y a des choses qui sont faites, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin en investissant les moyens de communication des jeunes, et en leur parlant aussi plus jeunes, voilà, et peut-être moins, en étant un peu moins didactique, en parlant leur langage. Merci à vous. Place aux questions de la salle et les remerciements que vous avez tous exprimés. D'abord pour nos intervenants, pour vous le public, mais aussi pour tous ceux qui ont concouru à l'organisation, membres de l'institution judiciaire et pour le chef de bâtonnier auquel je relaisse le micro pour un mot de la fin. Merci à vous. Merci d'abord au public, bien entendu, aux participants qui, par leur témoignage, nous ont fortement émus, ont attiré notre attention sur un sujet très cruel que nous, gens de justice, côtoyons, mais sur lequel nous avons un suffisant de recul. Et c'est grâce à vos interventions que nous avons pu peut-être mesurer un peu plus ce sujet très difficile à appréhender, très cruel aussi, dans nos activités professionnelles. Merci donc à toutes et à tous. Là, je vois les ouvrages de Andrea Bescon, Les Chatouilles ou La danse à la colère, et l'ouvrage de Claude Flamand, La consolation, pour des dédicaces, si vous voulez vous approcher du bureau pour tenter de ces deux documents. Et puis je vous renvoie vers la salle d'interview où il y a un verre d'honneur. Nous allons pouvoir partager le verre de l'amitié. Merci beaucoup à tous.